J'attends que t'as mis les blinis au four. Ils sont sortis. Ah, ok. T'as du tarama, de la crème d'artichaut. Vous allez avoir des petits bruits d'ASMR. Tout à l'heure, je mange près du micro et tout. I might be excusing myself for what I'm about to do. Il va se branler, genre. Saint-Valentin. Courimande. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Elle. Elle a 31 ans, et avec elle nous avons discuté des petites filles polies et des bonnes manières. Des rides et de la mère de Stifler, de jouir en jouant de la guitare, d'être camgirl et de vivre de ses orgasmes, mais surtout de bienveillance. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne comme elle, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Ça me plaît beaucoup d'être une femme, parce que ça m'a beaucoup servi. Depuis toujours, je me suis même jamais posé la question de est-ce que j'aurais préféré être un homme ou... Enfin, j'ai toujours tiré un avantage d'être une femme, donc ouais, ça me plaît et je changerai pas. Surtout pas. C'est quoi pour toi être féminine ? La féminité, elle est associée à mes yeux à de la sensibilité, à un droit à l'émotion, à la faiblesse. Je pense que voilà, c'est tout ce côté très doux et très maternant par contre, qu'un homme peut avoir aussi, pour le coup. Peut-être ce qui me gêne justement dans la société, c'est qu'on veuille seulement associer féminité avec femme et masculinité avec homme, alors que finalement, non, il y a un mélange de tout en fait, à l'intérieur d'une seule personne, je dirais. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille quand t'es née ? Mes parents, ils m'ont pas conçue consciemment. Je suis pas sûre que ça ait changé quoi que ce soit, que je sois une fille ou un garçon. Mais mon père avait déjà eu un fils. Est-ce que ton père, du coup, il vous a inculqué quelques principes sur ce que devaient faire ou ne pas faire les filles et les garçons ? En fait, j'ai jamais eu conscience de ça et je crois qu'il en a pas conscience non plus. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément tiens, t'es une fille, tu dois faire ça ou si, il m'a toujours dit un truc, ça cet enfoiré, il m'a toujours dit apprends à manger correctement parce que quand ton prince charmant t'invitera à manger, si tu manges mal, ça ira pas du tout. Donc c'est vrai que finalement, il en a fait des trucs mais de merde comme ça. Je pense qu'il était juste imbriqué dans un système patriarcal à 100% et en fait tout était inconscient et même pour moi. Donc là, ouais, tu vois, je trouve un exemple, mais en réalité, je pense qu'il y en a eu plein dont je ne me suis même pas rendu compte. Il était lui-même victime, en fait, de ce système patriarcal, parce que finalement, quand t'apprends à ta petite fille à être fragile et qu'après, elle te demande de lui dire « je t'aime », t'es un peu dans la merde si tu sais pas le faire. Donc, je pense qu'il est resté coincé dans un piège comme ça, où faut que les femmes ne disent pas grand-chose, mais quand même, faudrait qu'elles se démerdent un peu, parce que toi, t'as pas le temps, quoi, t'as ton travail, Voilà. Et ta mère, là-dedans, elle faisait quoi ? Ma mère, je pense qu'elle a essayé de se battre justement contre un système qui n'était pas évident. Ma mère, elle vient d'une famille de gens qui étaient plutôt victimes et plutôt très au service de tout le monde. Et donc les femmes, c'est pareil, les femmes, fallait pas parler. Même alors, l'accouchement, les règles, tous ces trucs-là, c'était hyper tabou. Et je pense que ma mère est sortie de ce truc. Et du coup, elle a essayé, je crois, de me donner de la force. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Si aujourd'hui, je dois réfléchir à ce que j'ai d'elle, ouais, c'est de la force d'être une femme libre. Et elle n'a pas toujours été avec mon père, mais une fois qu'elle s'est séparée de lui, surtout, je pense, il y a eu un moment où, en fait, elle s'est juste émancipée, quoi. Et elle a porté ce truc-là, quoi. Il fallait aussi que moi, je m'émancipe. Enfin, en tout cas, elle s'est battue pour moi, mes libertés. Toujours, quand j'étais petite, c'est vrai que mon père, il avait tendance à dire non, elle sort pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Et ma mère a toujours voulu que moi, je sois libre. Comme elle avait peut-être pas été elle, ou... Voilà. C'est quoi ton premier souvenir avec la sexualité ? Alors, malheureusement, mon premier souvenir avec la sexualité, ça a été avec quelqu'un de ma famille. Pas trop proche, mais proche quand même. Et en fait, j'étais petite, j'avais entre 4 et 6 ans, je sais pas trop bien le situer. Et il s'est mis sur moi et il a essayé de rentrer son pénis dans mon vagin. Il s'est juste frotté en fait à mes lèvres, parce qu'il n'arrivait pas à rentrer, c'était un petit zizi. C'était un enfant aussi ? Ouais, il était un peu plus âgé que moi.
C'est quelque chose sur le moment que tu as tout de suite interprété comme négatif, traumatisant, ou alors t'as pas trop compris ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas compris, et le fait que je comprenne pas, c'était traumatisant en fait. Tu vois, de me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et voilà. En fait, le problème, c'est qu'il a recommencé 3 fois, et il y a eu à l'âge de... Moi, j'avais 10 ans, un truc comme ça, je pense, peut-être un peu plus, mais il m'a juste montré son sexe en érection. Et la dernière fois, j'avais 18 ans ou 17 ans. Là, c'était un adulte. Et moi, je savais ce que c'était le sexe. Et là, par contre, il a mis des doigts à l'intérieur de moi. Et moi, j'ai fait comme si je dormais. Donc, je pense que le fait qu'il ait fait ça... En plus, la dernière fois, je me suis dit non, faut pas qu'il dorme avec moi. Mais j'ai pas trop su quoi dire. Et voilà, j'étais gênée. Et tu te dis, mais il va pas recommencer quand même. C'est pas possible, on est des adultes. Enfin, voilà. Donc, en fait, au départ, je pense que c'était juste traumatisant parce que je me suis demandé ce que c'était. Mais c'était pas aussi violent que le dernier. Et le dernier a fait que tout s'est remis en branle, quoi. Et là, là, c'était dévastateur, parce qu'en plus, t'as 17 ans, tu dis pas non, enfin, tu comprends pas trop. J'ai mouillé, en plus. Donc là, je me suis dit, attends, j'ai du plaisir, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, il y a eu tout un truc, et après, tac, j'ai tout enfoui, et je me suis dit, c'est rien, c'est bon. Ça va mieux, il n'y a pas de problème, voilà, ça n'a pas d'incidence sur ma vie sexuelle, aucun souci, et voilà. Donc, mais j'ai toujours associé les 3, ça c'est sûr. Du coup, c'est quelque chose que ta famille a jamais vu? Alors, j'en ai parlé à ma mère, parce qu'il y a eu un moment en fait où il fallait que ça sorte, et le problème c'est que ma mère m'a dit « Ah ben moi aussi ça m'est arrivé ». C'est tout. Elle n'a pas su quoi faire de plus. Et du coup, on en a reparlé récemment, parce que après moi, je suis allée voir un psy, et on a parlé de plein de trucs, et je lui disais « Oui, mon père, ma mère, gna gna ». Et à la fin, je lui dis « Ah, au fait, et puis il y a eu ça aussi ». Mais bon, il m'a dit « Mais quoi ?» Il me dit « Mais attendez, ça c'est un viol ». Et là, je me suis dit « Attends quoi, viol ?» Je m'étais jamais située dans le viol, moi. Le viol, pour moi, c'est une ruelle sombre, un mec qui te pénètre avec son sexe et qui te défonce. Et du coup, je me suis dit, attends quoi, un viol, quoi. Ça a remis tellement de choses. Et du coup, j'ai géré ça avec lui. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Et je lui ai dit, tu sais, ça m'a fait un peu chier parce que t'étais pas trop là, quoi. Et elle m'a dit, je suis désolée, j'ai pas su comment réagir. Et donc, ça a changé toute ma vision des choses, parce que du coup, ça m'a permis aussi de lui pardonner à elle et de comprendre. Et j'en ai parlé à mon père. Et ça, c'était un truc de fou, parce que là, j'ai vu sa réaction, et je pense que toute ma vie, en fait, après ça, peut-être même après la première fois, j'aurais voulu que mon père soit protecteur avec moi. Et là, en fait, je me rendais compte que je lui avais pas offert non plus tant la possibilité de l'être, parce que je lui disais pas tout, et que finalement, ce qui me concernait et qui nécessitait de recevoir de la protection, je lui disais pas. Là, j'ai eu cette révélation où finalement, quand je lui ai dit, j'ai vu sa réaction et je me suis dit, ah oui, ok, là, ça y est, en fait, il sait qui je suis. Il a réagi en disant déjà, mais faut le dire à tout le monde. J'ai dit hors de question. D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens disent ça, mais putain, faut le dire. Enfin, mon mec, pareil, je lui ai dit, mais putain, faut le dire, parce que mon mec est amené à avoir cette personne en plus, ce qui est génial. Et il me dit, mais faut... Enfin, tout le monde dit ça, quoi. Arrête, il faut en parler, il faut... Et moi, je leur dis, putain, les gars, en fait, vous êtes égoïstes quand vous dites ça. Parce que vous réagissez, vous, à un truc qui m'est arrivé à moi. Vous êtes en colère, mais moi, laissez-moi, moi, avoir mes émotions. Accueillez-les et fermez votre gueule, en fait. Vraiment, juste, fermez-la. Je le dis pas souvent, mais écoutez-moi, juste. On s'en fout d'aller remettre la justice, on s'en fout d'aller prévenir la terre entière. Moi, si je le dis aux autres gens de ma famille, je veux dire, j'en tue une paire et je dis adieu à une famille fonctionnelle que j'aime et que j'ai pas envie de perdre, en fait. C'est mes fondations, quoi. Et toi, tu crois que si tu le dis, ce qui s'est passé, c'est toi qui détruis la famille? Non. Dans une neutralité absolue, je veux dire non, absolument pas. C'est lui qui a déconné. Mais moi, quoi qu'il arrive, là, le secret, c'est moi qui le garde, quoi. Et si je le dis, je sais que je peux détruire vraiment des gens. Donc j'ai pas envie. En plus, j'en vois même pas l'utilité. C'est-à-dire que je suis pas... Mon violeur, je lui en ai parlé. J'ai eu ses excuses. J'ai envoyé un message, je l'ai pas fait en live parce que j'en suis incapable. Je lui en veux encore, bizarrement. J'ai eu des moments où ça allait. Là, je lui en veux un peu en ce moment. Ça dépend des moments, mais c'est moi et lui en fait. C'est pas la terre entière. Mon père m'a protégée au moment où j'ai été capable de lui dire mon mec est en colère, ça me va. En fait, j'ai juste besoin que mon mec soit aussi vénère. C'est con, mais j'ai besoin que mon mec soit vénère et qu'il ait dit non, mais attends, c'est quoi ces conneries? Et puis qu'il m'ait entendu, et puis maintenant c'est bon, quoi. Ce mec-là, il avait conscience de ce qu'il faisait quand il t'a présenté ses excuses? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
il s'est excusé en me disant qu'il avait conscience qu'il avait détruit une partie de ma vie et que, en gros, il s'en voudrait toujours. Aujourd'hui, je suis énervée, enfin, je suis en colère très certainement contre lui. Je pense que j'ai du dégoût, mais j'ai aussi beaucoup de pitié pour lui parce que je pense qu'il vit avec ce truc aussi. Hein. Et ça te dit bien toi d'en parler ou ça te remue? Ça me remue, ça m'émeut d'en parler, mais je veux dire, c'est pas mauvais, tu vois. C'est vraiment, c'est aussi, je me dis, ben là, il y a des gens qui vont l'entendre et qui. Je trouve que souvent les témoignages de viol, c'est pas. J'aime bien me dire que là, le violeur, c'est pas le mec justement dans une ruelle sombre en fait. Est-ce que le sexe était un sujet que tu pouvais facilement aborder avec ta maman? Ouais, parce que d'ailleurs ma mère, c'est ça le plus drôle, enfin c'est assez drôle comme histoire, mais en fait ma mère s'occupait d'enfants handicapés et elle parlait de cul, mon père parlait de cul, ça a toujours été un sujet dans la famille assez libre, sans que j'entende parler de leur sexualité, hein, et je me rappelle qu'elle a mimé une enfant handicapée qui se touchait dans les toilettes. Et elle met ses mains juste près de son sexe et elle bouge les mains comme si elle jouait à la guitare en fait, hein. C'était pas un truc hyper dégueulasse, mais juste je me dis « Oh !» mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je suis montée dans ma chambre et j'ai eu mon premier orgasme parce que du coup, je me suis touchée et je me suis dit, attends, je vais essayer aussi. Moi, ça a l'air trop bien. Ouais, j'ai joué de la guitare sur ma zézette. Et du coup, hop, et j'ai eu mon premier orgasme hyper jeune. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 12 ans ou 13 ans. Je me suis touchée et après, j'arrêtais pas de me toucher. Mais ça, je pourrais jamais dire à ma mère, par exemple. J'aurais jamais osé parler de ma sexualité. On parlait de sexe. Mais pas d'intimité. Parlait, voilà, mais pas d'intimité. Et du coup, ouais, mais après, voilà, ça a été quand même assez... ouais, j'ai été assez libre, hein. On n'a pas du tout vécu... J'ai pas vécu dans une famille qui est dans le tabou. Mon père prenait des photos de ma mère, de son cul. Enfin, on avait des... L'érotisme n'était pas un truc qui faisait peur dans la famille, quoi. T'as réussi à te construire une jolie image du sexe malgré tout ça? Ouais, parce que j'ai beaucoup enfoui ce truc. Donc, en fait, pendant longtemps, le sexe, je pense qu'au début, c'était compliqué parce que je me touchais et j'osais pas le dire et j'en parlais à personne et je me disais, mais c'était vraiment un truc hyper tabou pour moi, par contre, ce qui est assez fou. Quand j'y pense maintenant, quoi. Mais ouais, donc ça, c'était pas forcément une belle image parce que du coup, c'était pas le sexe, c'était moi qui me faisais du bien. Par contre, après, le sexe en soi, moi, j'ai trouvé ça toujours... ouf en fait, simplement dans les sensations de partage avec l'autre, et puis je me sentais tellement entière et en sécurité, donc le sexe c'était un truc qui était rassurant pour moi. Je pense que je l'échangeais contre de l'amour, donc c'était une jolie image pour moi parce que c'était l'amour. Après j'ai plutôt baisé sans amour avec des plans cul, ou peut-être toujours en espérant quand même de tomber amoureuse, mais non, le sexe et l'amour, en fait le sexe et l'amour pour moi c'était lié, donc c'était beau, quoi. Et comment t'as fait ton éducation sexuelle, du coup? Enfin, à part ta mère qui jouait de la guitare. J'ai vu des pornos, des trucs à la con, des petits pornos de l'époque, hein, les trucs interdits au moins de 16, là. Après, je me rappelle encore au collège, on avait des discussions, genre doigté, il y avait des mots comme ça, je me disais, c'est quoi la différence entre doigté et je sais plus ce que c'était comme autre mot. J'avais toujours du mal à piger parce que je savais pas trop ce que c'était. Donc, je pense que mon éducation, je l'ai fait plus à l'école et avec les potes qu'avec mes parents. Ça, c'est sûr, ils m'ont pas appris grand-chose. Juste protège-toi, c'est ce qu'on entend toujours. Enfin, c'est le truc un peu con d'ailleurs, parce que protège-toi, ça rend tout de suite le truc un peu dangereux. Et c'est sûr que c'est pas l'école non plus qui m'a appris quoi que ce soit. Le seul souvenir de l'heure qu'on a fait sur le cul, et ils nous ont dit, pour les cunilingus, mettez du cellophane. Donc, allez couper du cellophane. Ouais, non, mais celle-là, c'est la meilleure. Je l'ai pas inventée, je peux pas inventer ça. Ils nous ont dit, mais coupez des morceaux de cellophane et vous faites pour les cunilingus, vous faites comme ça pour être protégé. Mais tu fais quoi? Tu mets... mais voilà, imagine dans ta tête. Tu mets un cellophane sur ta ouais, sur la zézette. Mais n'importe quoi. Et après, comme ça, tu peux la lécher en toute sécurité. Mais moi, je trouve qu'il faudrait avoir des acteurs porno pour parler de cul, ou enfin des acteurs porno, j'en sais rien, mais des gens qui savent y faire, quoi, qui ont eu besoin de se protéger, parce que eux, pour le coup, ils sont tout le temps exposés à ça. Putain, mais faites-les intervenir dans des écoles et laissez-les, eux, parler de leur expérience. Parce que eux, ils mettent pas de cellophane. Hein. Ça, c'était notre éducation. Après, franchement, ma première fois, elle était un peu rapide, du coup. Je pense que j'avais hâte. Tu te dis, ouais, super, donc ça y est, tu crois que t'es amoureuse, et puis t'y vas. Et en fait, je me souviens qu'à chaque fois, j'avais super mal après. Et il habitait loin. Du coup, c'était super parce que j'avais le temps de me remettre de mes douleurs. J'ai compris, la bite est loin. La bite est loin. Non, mais la bite était presque trop près, des fois, justement. C'est genre pou. En fait, non, il habitait loin, du coup, on se voyait pas souvent. Et du coup, ça me permettait de me remettre des douleurs que j'avais. Quand j'y pense, je me dis, c'est quand même ultra zinzin, quoi. Comment ça se fait que t'avais mal comme ça? Je mouillais pas.
Donc, en tout cas, pas assez. Maintenant, quand je vois comme je mouille, je me dis, waouh, j'étais pas prête ou je sais pas. Mais en tout cas, et j'avais mal après, ça brûlait, j'allais sous la douche et tout. Je me disais, waouh, comment elles font les meufs? C'était un truc dont tu pouvais parler avec tes copines? Bah, mes copines, elles me parlaient tout le temps de leur mec. J'en avais une, elle se faisait sodomiser et tout. Et je me disais, waouh, truc de fou, mais moi, j'ose même pas m'en prendre une dans la zézette et tout. Et elle est là, sodomie, tout le bordel. En fait, on en parlait un peu de manière. Comme des enfants quoi, qui parlent avec l'ego aussi et il fallait être la meilleure ou voilà, et du coup moi j'avais rien fait et je me disais donc c'était pas une éducation terrible en vrai hein, quand on y pense. J'ai pas fait de conneries heureusement. Il y a aucun moment où j'ai l'impression que derrière je me suis refaite violer mais peut-être que j'ai dit oui à des moments où j'aurais voulu dire non. Je le vois pas comme un viol parce que j'ai quand même été consentante à un moment, quoi. Mais c'est vrai que si j'avais eu une autre éducation sexuelle, peut-être que j'aurais su dire, non, stop, là, j'ai pas très envie, ou voilà. Mais on m'avait dit, voilà, en tant que petite fille, il faut faire plaisir, il faut savoir faire la vaisselle, la lessive, il faut savoir être jolie, être maquillée, sourire, faire des blagues, et baiser. Et bien baiser, en plus, please. C'était quoi pour toi faire l'amour, du coup ? Je me faisais tellement jouir, c'était tellement super avec moi toute seule, qu'en vrai, si on y réfléchit, j'aurais jamais eu besoin presque de faire l'amour avec un mec. Et en vrai de vrai, je crois que je cherchais la fusion et la sécurité d'être avec quelqu'un et pas toute seule, quoi. Du coup, ça a représenté quoi pour toi de ta première fois ? C'était cool quand même, hein. Je dois dire, c'était marrant parce que c'était émouvant, c'était tout neuf, ma première pipe et tout, j'étais là, je touchais une bite. Je me souviens plus même de ma deuxième fois où je me suis dit, waouh, ça y est, je suis dans le game un peu, j'avais ce truc où je me rappelle vraiment du matin où tu te dis, putain, ça y est, on se réveille, capote, on fait l'amour. Ouais, c'était comme un nouveau monde, quoi. Et puis après, j'avais mal, donc je me disais, franchement, fais chier quand même, parce que... Puis j'arrivais pas à jouir et tout, je me disais, c'est quand même un peu nul. Et là, récemment, je me suis dit, en fait, si t'as pas envie de faire l'amour avec un mec, c'est parce qu'en fait, juste, t'as pas la même récompense. Parce que tu prends plus de plaisir toute seule qu'à deux. Et du coup, je me suis dit, maintenant, je vais dire au mec que je veux jouir. Parce que je jouis pas avec la pénétration, j'ai du mal. Et en fait, du coup, je leur ai dit de me toucher, et voilà, je me suis libérée comme ça. Donc là, j'ai enfin trouvé la solution pour avoir juste tout le temps envie d'un mec. Et en fait, ça a surtout marché avec celui que j'ai maintenant, parce que il me fait jouir à chaque fois, et que puis des fois, je jouis et pas lui. Enfin voilà, on est sur un échange réel de plaisir, quoi, et pas je donne, et puis en fait, je reçois pas tellement, ou pas tout ce que je voulais, quoi. Avant, t'osais pas dire que t'avais envie qu'on te touche, par exemple ? Non, jamais. Ça m'a mis du temps. J'osais pas le dire au mec que j'aimais, avec qui j'étais en couple ou quoi. Ça, c'était un truc très tabou pour moi, parce que du coup, je me disais, non, t'es une salope. C'est très primaire, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a appris un peu. Mais les mecs, les autres, sans importance, entre guillemets, je me touchais avec eux. Ou je leur disais, écoute, j'ai pas joui, je me fais jouir. Enfin, voilà. Ça m'a aidée. Je pense que ça a développé ma capacité à être assertive au pieu. Et ceux à qui t'en parlais pas, tu simulais ? Les premières années de ma sexualité, je pense que j'ai pas mal simulé, ouais. Parce que du coup, peut-être à un moment, tu te dis, en plus, t'as envie que ça s'arrête, quoi. Parce que c'est bon, il bourrine, tu te fais chier. C'est nul, quoi. C'était nul, il y avait pas de communication en plus, donc... Mais c'est ma faute aussi, hein. Je veux dire, si tu le dis pas, il peut pas s'en douter, quoi. Lui, il a pas le même outil que toi, donc... Et eux aussi n'ont pas eu une bonne éducation sexuelle, et donc grave. Ils savent pas quoi faire, quoi. On leur a dit, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Il a dit ok, et donc ils font ça, et voilà, on leur a montré aussi dans le porno beaucoup, dans ce qu'on pouvait voir, c'était un peu ça. Puis la meuf qui fait ah oui sur tous les petits pornos à la con de notre génération. Enfin, tu vois la meuf qui s'extasie alors que le gars a fait 3 allers-retours et il lui a même pas un peu touché le clito. Enfin non, stop, on sait très bien que ça c'est quand même un peu compliqué. Donc ils ont appris ça aussi, quoi. Donc ça a été ça ma sexualité, ouais, c'était beaucoup, je vais simuler comme ça. Il arrête de bourriner parce que là j'en ai ras-le-bol, quoi. Et donc l'épanouissement sexuel, tu l'as trouvé là que très récemment avec ton mec ? C'est compliqué parce que du coup, entre-temps, donc, j'ai vu ce psy qui s'est occupé de gérer mes agressions sexuelles. Après avoir vu ce psy-là, j'étais toute seule, j'étais au chômage, je m'ennuyais. Et puis, j'ai eu un moment où je me touchais vachement. J'ai dû me toucher au moins 8 fois par jour. Enfin, j'étais trop folle sur Pornhub et tout. Je regardais plein de pornos. Jusqu'au moment où je me dis, attends, mais dans le porno, les orgasmes, ils sont trop pourris. Enfin, en tout cas, les jambes écartées et tout, moi, je fais pas ça du tout. Du coup, ça me faisait chier Enfin, je me disais, est-ce qu'il y a d'autres réalités comme la mienne qui est de jouir les jambes fermées, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais le filmer.
Comme ça, je vais montrer qu'il y a d'autres orgasmes. Et là, je crois que l'épanouissement sexuel, il a vraiment commencé là. Avant ça, j'ai eu plein d'expériences avec des couples, avec des mecs, des toutes tailles de bites, toutes couleurs de peau. C'était génial. Enfin, c'était un truc... j'ai fait mes propres films porno, quoi. Mais en fait, c'était pas aussi sécurisant. À la fin, j'avais toujours l'impression de perdre un truc. Et du coup, là, je me suis dit... je vais faire moi, je vais faire mes vidéos que j'ai postées sur Pornhub. J'ai rencontré une communauté dessus. Je me suis mise à leur parler et j'ai fait des vidéos en ASMR. J'ai fait beaucoup... En fait, c'est plutôt vraiment parler. Je fais des jerk-off instructions, donc je leur parle, je les guide dans la masturbation. Et là, j'ai découvert un nouveau monde de la sexualité, en fait, et même de la masculinité, en tout cas des hommes. Parce que je pensais que j'allais même être accueillie comme quelqu'un d'un peu lame, quoi. Pour qui tu nous prends, on n'est pas des sensibles. Voilà, je m'attendais à des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être sensibles, des hommes qui ont besoin d'être sensibles pendant le cul. Et donc, je crois que je me suis sentie vraiment en sécurité à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, tranquille, il y a des hommes aussi qui sont cool. J'ai vraiment lié quelques amitiés comme ça en ligne avec des mecs. J'ai fait des cams. En fait, les cams, du coup, quand je faisais des soirées cams, je mettais mon ordinateur, parce que j'étais toute seule à ce moment-là, je mettais mon ordinateur, je me faisais un plat de pâtes ou des trucs, et puis je mangeais avec les gens qui me regardaient. Donc eux, ils sont sur leur ordinateur, ils voient l'image, et ils ont leur pseudo, et du coup, ils peuvent m'écrire de manière anonyme, sous pseudonyme, quoi. Donc moi je parlais et eux ils répondaient à l'écrit et il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu vraiment, c'était très très intéressant sur plein de choses, hein. Je me suis rendu compte aussi pas mal de la solitude des hommes. Tout ça c'était des échanges en sécurité avec en plus souvent monnayé quand il y avait du cul, donc du coup moi j'avais l'impression de ressortir avec quelque chose. J'avais l'impression cette fois d'être gagnante. C'était hyper excitant. Enfin, j'ai des souvenirs d'avoir eu des orgasmes où je pleure derrière. Dans un privé, un mec m'a payé ou quoi. Et en fait, j'en ai des larmes de joie, quoi. Donc, c'était vraiment très puissant comme truc. Et très, très sécurisant. Ça m'a vraiment aidé aussi à dire non. Parce qu'on me demandait des trucs. Et même si on me payait, des fois, en fait, en cam, ils peuvent t'envoyer un petit tip et te dire, vas-y, enlève ta culotte. Et moi, en fait, c'est plutôt « Est-ce que tu veux bien enlever ta culotte si je te donne tant ?» Et moi, je pouvais répondre oui ou non. Mais si tu me types avant de me demander, en fait, je disais non. Tout ce nouveau monde du porno m'a permis de me sentir en sécurité et du coup de m'épanouir. Et puis c'est devenu une liberté pour moi parce que finalement, quand on montre pas son visage et qu'on fait du porno, on a la possibilité de juste être anonyme, de marcher dans la rue, qu'on nous reconnaisse pas. Et puis l'imagination, parce que après j'ai beaucoup travaillé l'imaginaire et je me suis dit que si on pouvait imaginer mes yeux, c'était un truc en plus, quoi. Voilà, mes yeux maintenant c'est à moi, c'est vraiment à moi. Et du coup, quand tu es à la caméra sans montrer tes yeux, est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre ? Ouais, je suis un personnage. Je pense que mon mec, il a moi, la personne que je suis, et les autres, ils ont Lélé. Et voilà, Lélé, elle est toujours sexuelle, elle a toujours envie, elle est toujours, elle est là, quoi, à dispo. Elle peut être une salope, elle peut être une salope. Ce mot, il a une définition un peu particulière quand même, mais en tout cas, elle peut être une femme pleine de désir, qui veut du cul, en fait, qui veut en donner, qui veut en recevoir, parce que j'alterne, en plus, c'est marrant, de plus en plus, en fait, je rentre dans des rôles aussi, donc où je domine un peu, où je me fais dominer, enfin voilà, je peux jouer à ça, et je m'amuse, et c'est très naturel, en fait, finalement, donc c'est à l'intérieur de moi, sauf que, quand il y a mes yeux, je le fais moins. Avec mon mec, je pense que maintenant, je m'autorise quand même aussi, parce que, je suis sécure, je sais qu'il va rester, qu'il m'aime, même si, au contraire, justement, parce que j'aime le cul et parce que j'ai du désir, quoi. Mais il s'en fout complètement de Lélé, ce qui est génialissime. Il est content que je fasse ça, mais il voit vraiment ça comme quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le meilleur cadeau, parce que j'ai un ex que j'ai rencontré parce qu'il connaissait Lélé, en fait. Après ça, il cherchait la Lélé qui était en moi, quoi. Donc, ça, je déteste. Et pour moi, c'est presque de la jalousie à un moment, parce que je me dis, attends, mais moi, j'ai une autre valeur, quoi. C'est moi, là-haut, c'est moi. J'ai des yeux, je suis en 3D, tu peux me toucher. Donc, c'était très, très dérangeant pour moi. Et mon mec d'aujourd'hui, c'est génial, parce qu'il me le dit même. Il me dit, mais vas-y, moi, je m'en fous de Lélé, laisse-moi. Il me dit, moi, c'est toi que j'aime, que je veux, et que je veux dans ma vie. Et il veut pas me faire un meilleur cadeau quand il me dit ça, quoi. Même si j'adore Lélé. Mais Lélé, elle a pris beaucoup de place. Et en fait, c'est pas moi. Je donne beaucoup de moi dans Lélé, mais c'est pas moi. Elle t'a influencée ou pas ? Ouais, elle m'a aidée à grandir, à mûrir et à m'aimer moi.
quand t'as un retour des gens qui te disent c'est beau ce que tu fais, merci. Bon, je pense que tu peux mourir tranquille après, quoi. T'en as 5, déjà t'es content, mais là j'en ai eu, j'ai pas combien, donc ça y est, je me dis j'ai fait un truc bien, quoi. Donc ouais, ça m'a donné de la force. Et ça t'a permis de gagner ta vie à un moment ? Oui, carrément, ouais. Je gagne ma vie aujourd'hui en grande partie grâce à Lélé. Enfin là maintenant, non, ça commence un peu à bouger parce que j'ai un autre métier, mais Lélé, ça m'a permis de gagner ma vie. Ça m'a permis d'en vivre, donc c'était une expérience complètement ouf. Vivre du cul, déjà, et vivre d'un truc que tu kiffes, et vivre d'orgasme, enfin c'est... Je pense qu'on peut pas rêver mieux, quoi. T'as toujours filmé des vrais orgasmes ? Ouais, j'en ai fait un faux en cam une fois, j'avoue, parce que j'en avais marre et que ça venait pas, et je me dis, bon là, il faut y aller, quoi. Mais sinon, c'est tous vrais. Que des vrais orgasmes. Même dans les vidéos privées où les mecs me payaient, il y avait une personne qui allait la voir, c'était des vrais orgasmes. Je voulais pas... Je me suis dit, le jour où tu fais des faux, tu te travestis, c'est plus toi, et du coup, j'avais pas envie de ça, quoi. Et t'en parles ouvertement de Lélé ? À tes amis, à ta famille ? Ça dépend à qui. Y a des gens, je sais que j'ai pas envie de leur offrir ce truc-là. Parce qu'en fait, souvent, ils te disent... Alors ça, j'adore. Les gens à qui j'en parle et qui disent « Ah oui, mais je suis très ouvert. » Alors ceux-là, c'est les moins ouverts. Méfiez-vous méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Non, c'est les moins ouverts et du coup ceux-là, tu sais que, enfin, ils sont gênés donc ils te disent ça, mais c'est pas vrai parce que les autres ils vont te dire arrête, trop cool, et voilà, il y a un vrai engouement. C'est pas mais moi je suis très ouvert, un peu dans la défensive comme ça. Mais j'en ai parlé rapidement quand même à ma mère, ça c'est sûr, parce que j'étais trop fière en plus. Mon père, j'ai mis un peu plus de temps. Mais je l'ai fait et il m'a dit on a toujours parlé de cul, qu'est-ce que tu croyais, enfin, évidemment que t'allais être libre là-dessus. Puis il me dit de toute façon tout ce que t'entreprends tu le réussis, donc ça m'a hyper choquée sa réaction. Au début il était ultra vénère, hein. Il a fait un tour en voiture, il a appelé ma mère quand même. Et après il m'a pris dans la bagnole et il m'a dit mais en fait ouais c'est normal quoi, tu réussis, c'est normal, c'est toi. Donc ça a même simplifié ma relation avec lui, je pense. Ça m'a permis aussi, je pense que les gens qui doivent savoir pour Lélé, c'est aussi les gens qui j'estime méritent de me connaître moi entièrement. Il y a des gens, je m'en fous en fait. Ce serait quoi ton plus beau souvenir avec Lélé ? Ah, j'ai un souvenir génialissime. Je sais pas si c'est le plus beau parce qu'il y en a eu tellement, mais celui-là, je peux le revivre à vie. J'étais en Jordanie avec mes meilleures copines dans une piscine au milieu du désert. Et genre, je me retrouve en première page sur Pornhub, il y a un article sur moi. Donc j'ai plein de messages, je reçois trop de trucs. Et je me dis, je suis en Jordanie au soleil dans une piscine avec mes meilleurs potes. Et là, je peux pas vivre une meilleure life. J'étais trop heureuse. C'était vraiment... Je m'attendais même pas à ça parce que je l'ai pas fait pour ça. Et du coup, d'un coup, en fait, c'est une espèce de reconnaissance comme ça qui est ouf, quoi. Donc ouais, ça c'était mon plus fort souvenir parce que intense et inattendu. C'était un article qui parlait de moi avec justesse et douceur. En plus, c'est ça, j'ai vraiment adoré ça dans ma vie de Lélé. J'ai toujours eu des retours qui sont clean, quoi. Ouais, t'as eu toujours que des retours bienveillants. Oh, quasiment, franchement. Et je pense que les gens qui étaient pas bienveillants, c'était pas contre moi, c'est des mecs qui avaient envie de vider leur cerveau de toute la merde qu'il y avait, et du coup ils t'insultent. En cam, ça peut arriver, ils t'insultent. Moi, souvent, du coup, je leur disais « Alors, qu'est-ce qui va pas ? Dis-moi tout !» Et puis, du coup, ça passe. Ou alors, ils continuent à t'insulter, et puis tu les bloques, et voilà. Mais je l'ai jamais pris pour moi. Du coup, l'envie de faire naître Lélé, elle est venue de ton aspiration de déconstruire la façon dont les orgasmes étaient montrés dans l'industrie du porno ? Ouais, au début, c'était ça. Et encore, en fait, tu vois, c'est marrant, tu parles de... Voilà, montrer, déconstruire l'industrie du porno. Moi, c'est des trucs, j'imaginais même pas en faire partie, en fait. Je m'étais juste dit, vas-y, je me dis qu'une petite meuf, elle pourra tomber sur ça et se dire, ah ouais, ça arrive aussi. Et puis que des mecs, ils vont peut-être voir un vrai orgasme et ça va leur faire autre chose. Mais tu vois, c'était pas... j'avais pas du tout cet imaginaire-là, tu vois, me dire, waouh, je vais changer le monde. Mais du coup, ouais, après, c'était vraiment plutôt partager... ma sensibilité, l'imaginaire, remettre l'imaginaire. Là, ça a été ce moment où je me suis dit, je pourrais peut-être changer des choses quand même. Parce que là, je suis en première page, on m'a vu, je fais pas mal de vues, et du coup, je me suis dit, ok, on va leur balancer un truc qui moi, m'excite, on va voir ce que ça fait, quoi. Et du coup, ça les a excités, le fait que j'aille chercher l'imagination. Et là, j'ai eu envie de déconstruire ça, vraiment. Le porno qu'on voit, qui montre beaucoup trop de détails, et moi, je le déteste pas, hein, je me suis branlée beaucoup sur des trucs comme ça. Mais ça travaille pas l'imaginaire, ça montre trop de choses.
Et moi, ce que j'avais besoin, en fait, c'est qu'on aille chercher des choses à l'intérieur. Parce qu'en fait, on est plein de trucs à l'intérieur. On a nos propres fantasmes, on a nos propres idées du goût d'une chatte, du goût d'une bite, de la sensation de la bite dure, bite molle. Enfin, je sais pas, il y a tous ces trucs qui sont des ressentis très perso. Et si on nous montre une bite ou une chatte de telle taille, avec telle forme, enfin, on a moins l'imaginaire. Alors que si t'imagines, en fait, c'est génial. Tu peux vraiment te créer des trucs qui sont ultra excitant, même plus qu'un vrai porn visuellement excitant, mais pas trop dans l'imaginaire, quoi. Après alors, avec toute cette carrière fulgurante, parce que c'est pas long, hein, mais c'est un truc fou, parce que du coup, ça m'a amené des choses, donc le podcast Vox, et puis d'autres choses avec Olympe de G. Et en fait, la dernière fois, là, le dernier projet en date qui est génial, justement, qui m'a permis de rencontrer des acteurs et des actrices porno, c'est le film Salomé, sur une dame de 69 ans qui décide de mourir et qui décide de décider de sa dernière fois. Et en fait, c'est interprété par Brigitte Lahaie, le rôle de Salomé. Et on a travaillé avec des acteurs du mainstream, on va appeler ça comme ça, qui n'ont jamais fait d'érotisme ou de porno, et des acteurs et actrices porno classiques, entre guillemets, mais de plusieurs horizons différents en plus, donc c'est intéressant. Plus milieu un peu éthique, berlinois, féministe, milieu d'Orcel et compagnie, enfin vraiment plein de gens d'horizons différents. Et Olympe, en fait, m'a demandé d'être coordinatrice d'intimité. J'avais pour mission, en fait, d'aller optimiser les conditions de travail des acteurs et des actrices. Donc déjà, juste qu'ils aient des baignoires, du lubrifiant, des lingettes, voilà. Et puis aussi de m'occuper de leur cerveau, quoi. De prendre le temps de voir s'ils étaient OK. On a regardé les scénarios en amont. On a vérifié qu'ils étaient OK avec tout ce qu'on leur demandait de faire. On leur a dit à quel moment ils allaient être libres aussi de pouvoir faire des choses ou pas. Enfin voilà, tout le travail, c'était de rendre l'intimité la plus safe possible, avec aussi la possibilité de dire non en m'appelant, voilà. Moi, je pouvais aussi être le tampon, parce que des fois, dans la vraie vie, tu n'as pas envie de dire non parce que tu vas vexer l'autre. Donc voilà, il y avait le tampon, Lélé, qui pouvait dire, arrondir un peu les angles, et puis voilà. Là, encore une fois, tu vois, dans la déconstruction de cette industrie du porno, en fait, je pensais pas avoir ce rôle-là, parce que moi, le porno, comme il était, il m'allait. Je suis pas curieuse, je suis pas militante, je suis pas quelqu'un qui veut changer le monde, et en fait, du coup, moi, je suis arrivée dans mon truc, mais vraiment, mais sans aucune envie de changer quoi que ce soit. Et en fait, maintenant, quand je vois autour de moi et que je me dis, ouais, en fait, j'ai la possibilité de faire autre chose et d'inscrire dans l'histoire ce porno-là, mais je suis trop fière, c'est génial. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la proposition pornographique, elle est satisfaisante, elle est chouette, elle te plaît ? Moi, elle me plaît parce que je trouve... Enfin, en fait, j'ai des petites niches. Moi, j'adore le porno. J'aime trop les mecs qui se branlent entre eux, des trucs... Donc moi, j'adore le porno gay. Du coup, ça me va. Parce qu'en fait, je pense que là, dans le porno gay, il n'y a pas de meufs qui se font démonter ou qui se font retirer un bout de leur âme, quoi. Je me dis, c'est que les mecs, c'est pas grave. Puis en plus, j'aime bien les bites, j'aime pas trop les zézettes. Donc du coup, ouais, j'ai toujours un mot, enfin je dis toujours zézette, minette, bite, enfin. Donc j'adore les pénis et je ne suis pas fan des vulves. Je pense qu'il y a quand même à revoir dans la proposition du porno. Pour le coup, je suis pas celle qui dit il faut plus de porno audio, par exemple, parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, j'en écoute pas, je le crée, je suis contente. Mais par contre, je pense que faut diversifier, c'est important, et c'est surtout savoir replacer le porno là où il doit être. C'est-à-dire, c'est un art, ok, bon, il y a des gens qui sont talentueux, il y en a qui le sont pas, ça c'est un fait, mais c'est surtout... Il faut savoir que c'est un moyen de se procurer du plaisir, des sensations, pas forcément l'orgasme. Mais par contre, c'est pas la représentation universelle de ce qui doit se passer au pieu. Ça peut se passer, mais je pense que la proposition, elle est pas assez claire sur... Déjà, elle est pas dans l'éducation. Elle laisse pas la place aux jeunes qui regardent du porn de se dire moi je veux pas faire comme ça, ou voilà. Je trouve que c'est ça le problème, c'est l'injonction à faire comme du porno, quoi, elle me dérange. C'est facile pour toi de dire à ton mec ce que tu veux ou ce que tu veux pas ?
Ça l'a pas toujours été, mais avec lui, oui. Alors j'ai encore des moments où j'ai toutes ces règles dans ma tête, non, tu peux pas dire ça, ou tu peux pas lui dire stop parce que toi t'en as marre et que lui il faut qu'il jouisse. Et j'ai encore ces trucs-là. J'ai osé lui dire quand même, tu sais, des fois on baise et je sens rien. Moi, ce que j'aime en fait, c'est que toi tu sois content de me baiser et de jouir. Et du coup, j'ai osé aussi lui dire, du coup, c'est bien si quand même au maximum on me fait jouir parce que du coup, j'y reviendrai plus facilement, quoi. Et on a le boulot, on a des vies qui sont fatigantes et donc il y a des moments où en fait, on n'a pas le temps de s'occuper en pleine conscience et de manière absolument bienveillante. On peut pas faire ça tout le temps. Il y a des moments juste t'as pas envie et donc des fois tu dis pas les choses ou bien parce que voilà. Mais on essaye de faire un maximum d'efforts quand même pour communiquer et pour lui dire voilà, là j'ai envie de prendre mon pied, j'ai envie que tu me fasses ça. Je pense que c'est important. Et je vois trop de couples aussi autour de moi, de gens qui sont les mecs qui baisent pas. Même lui en fait, avec son ex, il baisait plus et elle voulait plus baiser. Et je me dis, mais en fait, ça c'est horrible, je veux jamais en arriver là, quoi. J'ai pas envie. C'est important pour toi le sexe dans ton couple ? Ouais. Pendant un moment, je me disais, oh là là, attends, on n'a pas baisé aujourd'hui et tout. Donc je me disais, ouais, c'est pas possible, il faut qu'on baise. Là, j'en reviens un peu. Je sais que c'est pas le ciment. C'est pas le ciment. Je pense que le ciment, c'est l'amour, mais ça fait partie des briques que tu mets quand même pour faire un mur, quoi. Il en faut quand même un peu. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne soit pas construit autour du sexe. Le sexe, c'est notre truc, c'est sûr, on adore ça, on baise, voilà. Mais ouais, aujourd'hui, j'aspire à d'autres choses. J'ai envie que ce soit notre amour, ouais, nos projets, notre partage, quoi. C'est important pour toi, la monogamie ? Là, par exemple, avec mon mec actuel, j'ai pas du tout envie de voir quelqu'un d'autre. Limite, je veux bien mélanger de temps en temps si par exemple t'as un peu lasse de baiser avec la même personne, se dire on va dans un club ou on rencontre une meuf qui nous plaît et hop on y va, quoi. C'est pas important ou pas important, je crois que ce qui est important c'est au moins que les deux soient d'accord d'être polygames ou monogames et qu'il n'y ait pas que personne se force, quoi. Tu tombes facilement amoureuse ? Je tombais facilement amoureuse et en fait j'étais pas amoureuse. J'étais à la recherche de moi-même et de trucs que l'autre pouvait m'apporter que je n'avais pas en moi, que je ne croyais pas avoir en moi. Donc oui, très facilement. D'ailleurs ma mère en avait complètement marre parce que chaque fois je disais mais non mais avec lui c'est pas pareil. Et c'était toujours pareil. C'était nul. Et en fait il y avait toujours un moment où finalement j'avais plus envie de le baiser ou bien voilà je me lassais parce que finalement j'étais face à un leurre. Je cherchais un truc qui n'était pas là. On va parler de ton corps un peu maintenant. Est-ce que tu l'aimes ? Je suis assez fière de lui parce que je trouve qu'il tient bien alors que je fais pas grand-chose pour le maintenir comme ça. Par contre, dès que je le compare, évidemment, je l'aime plus parce qu'il est trop ceci, trop cela. Mon corps, mon visage, j'ai toujours un truc. Mais dans l'ensemble, je pense que je serais mal placée pour dire que je l'aime pas parce que j'arrive à en faire des jolies photos. Enfin voilà, ça va. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Mes seins, mon ventre. Ouais, franchement, j'ai pas mal. Ma bouche, tu vois, j'ai beaucoup de choses que j'aime. Mais je dirais quand même, ouais, mes seins, je les aime beaucoup. Ils sont bien dessinés, j'ai les tétons qui pointent tout le temps. Enfin, c'est vraiment. J'aime bien. Chance. Ouais. C'est trop beau. Je fais pas exprès, hein, c'est toujours. Piou. Ouais. Puis ils sont petits, enfin. Je veux dire, ils tiennent tout seuls. Je les aime parce que j'ai pas besoin de mettre de soutif. Et ça, déjà, merci la vie, parce que ça, c'est vraiment génial pour moi. Pourtant, j'ai complexé sur mes seins. Tu vois, j'avais un mec qui me disait non, t'as pas des seins assez gros. Et ben après, je me disais oh là là, j'ai trop petits seins. Ils ont mis du temps à pousser, ces enfoirés. En plus, je les ai eu super tard. Mais maintenant, non, j'en suis fière. Donc, ça me permet aussi d'avoir du recul et de me dire, bah regarde, tu vois, t'étais pas fière à l'époque et maintenant, c'est ta plus grande fierté. Donc, détends-toi sur tes complexes et tout, ça va changer. C'est à quel moment que tu te sens la plus à l'aise dans ton corps ? Ah, c'est une très bonne question, ça. Alors moi, j'adore quand je prends des photos et que je me trouve belle, tu vois. Alors là, je me dis, ah ouais, super, j'ai un super corps. Quand j'ai des leggings, d'un coup, j'ai des leggings, je me sens musclée et tout, je suis trop fraîche. Alors que j'ai le même cul que quand je suis dans un survêt. Mais je me sens bien dans des leggings, ouais. Je me sens tout de suite plus en forme, plus musclée, c'est magique. Pour le coup, c'est pas du tout pendant le sexe ou parce que je suis quand même très consciente de tout ce que je peux
avoir comme odeur, comme... Enfin, je sais pas, mon corps, à quoi il ressemble. Ça commence à passer un peu, mais quand même, depuis 1 an et quelques, là, j'ai encore ce truc à l'intérieur de moi, quoi. Du coup, t'arrives plus difficilement à lâcher prise. Ah ouais, c'est impossible. Enfin là, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Il y a que certaines fois, mais même en fait, je me remets d'un coup. C'est comme si mon corps avait le réflexe de dire attention, là, t'es en train de faire une gueule chelou, tu vois. Et du coup, hop, je me remets. Ou bien tu prends trop de plaisir. Ou alors là, quand même, il me fait souvent squirter et du coup, j'arrive à lâcher prise avec le corps déjà. Le fait de mouiller la table de la cuisine ou tous ces endroits un peu interdits ou le lit même, hein, les draps, ils s'en foutent. Et du coup, il y a ce truc de lâcher prise physique déjà qui aide un peu, quoi. Même on fait l'amour pendant mes règles, il y a du sang partout, il s'en fout. La sodomie, je me fais pas forcément le lavement parce que je sens que ça va. Mais bon, c'est risqué, mais en même temps ça va. Donc tu vois, je commence à lâcher prise de ce côté-là déjà, physiquement. Donc j'espère que ça viendra avec la tête. Est-ce que ça te fait peur de vieillir ? J'ai peur que mon corps vieillisse. Moi non, parce que j'aimerais bien. J'ai presque hâte, tu vois, de savoir comment je vais être sage et tout, parce que je vais être trop sage. Mais mon corps, ça me fait chier. Je vois mes petites rides. Je pense que c'est le fait de pas être maman aussi. C'est très con. Mais je me dis, j'ai pas encore d'enfant et j'ai déjà une tête de meuf plus fraîche. Bah, j'abuse, mais tu vois, j'ai mes petites rides et mes trucs et je me dis, ok, donc tu seras une maman qui aura une tête de vieille, quoi. C'est complètement... Ouais, c'est débile. Mais c'est débile. Quel âge, là ? J'ai 31 ans. Bah, ça va. Ouais, je sais. Mais je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou pour moi. Et du coup, je me dis, oh, t'as pas encore d'enfants et t'as déjà des rides. Je me suis dit ça, quoi. Parce que aussi, dans ma tête, j'allais avoir des enfants jeunes, même si j'ai aucun regret. Attends, mais t'as pas de rides, tu les vois où tes rides ? Là, mais si, mais tu sais, elles Non, mais ça, ce sont arrivent. des rides d'expression. Mais regarde, oui, j'ai mais les tu mêmes les alors vois que j'ai 3 arriver, ans tu moins que vois. toi. Des fois, je fais des photos et genre, je vois mon cou qui est un peu flasque et je me dis, oh non. Mais bon, pareil, dans mes vidéos, je mets MILF maintenant. Au lieu de Step Sister, je mets MILF. Mais parce que la MILF, il l'aime bien aussi, elle est là, elle est rassurante et tout. Mais je passe pour une MILF, hein, ça passe, hein, crème. Il y a la T'as Step trop Up. pas l'air d'une MILF. Non, mais ouais, je sais pas, tu vois ton corps vieillir, quoi. Je l'ai vu vieillir d'un coup. Catégorisé dans 1000 ? Ouais, je me vois plus vieille peut-être. Mais pour moi, une MILF, elle a 40 à 50 ans. Oui, c'est possible, mais dans ma tête. Non dans ma tête, Moi, mon c'est corps la ayant mère de vieilli. ton pote, Ouais, tu bon, vois. c'est C'est la toujours mère ça. de Stifler. tu Mais vois, bien donc, sûr, oui, la maman de Stifler. Mais c'est vrai, mais je sais pas, ouais, je me suis mis là-dedans et je me dis, bah, il y a un moment, je vais y arriver aussi, quoi, tu vois. Et je sais pas, c'est, ouais, le corps qui vieillit me fait peur, ouais, vraiment. C'est quoi le rapport que t'entretiens avec tes poils ? Oh ben alors, c'est trop drôle parce que ma mère avait toujours des poils au bras et j'avais trop la honte. Les poils sous les bras, là. Et à chaque fois, je disais, maman, vas-y, l'été et tout, elle venait me chercher à l'école et tout, elle avait des poils sous les bras. Et maintenant, j'ai de ces poils. Et je me dis, j'ai vraiment été une connasse parce que je l'engueulais, quoi. Et maintenant, j'ai des gros poils sous les bras et je m'en fous complètement. Mon mec s'en fout aussi. Donc mes poils, je les aime. Les jambes, j'ai encore du mal parce que ça me fait chier. J'aime bien la jambe lisse, je trouve ça joli. Maintenant, si j'en ai... En fait, ça passe, quoi. Donc là, mes poils, je les aime, à part qu'ils prennent trop de place dans ma culotte. Et que du coup, je suis obligée de les épiler quand même de temps en temps. Parce que c'est pas confortable. Tu t'épilais pour les tournages que tu faisais ou pas forcément ? Alors au début, oui. Après, j'ai eu un mec aussi qui aimait bien que je sois tout épilée. Du coup, je le faisais, mais en fait, je déteste. Donc, je le fais plus. Et maintenant, j'ai plein de vidéos où j'ai des poils, même sur le cul. Enfin voilà, j'ai des poils dans le sillon interfessier. J'ai des poils et je m'en fous. Ouais, c'est pas un... Alors par contre, du coup, je mets le hashtag hairy, tu vois, parce que je me dis peut-être qu'il y aura un qui va kiffer que j'ai des poils. Mais je me dis surtout, ils sont fins, ils sont pas... C'est juste moi. C'est moi, je suis comme ça. J'ai fait une vidéo exprès en hommage aux vieux pornos où les meufs avaient des poils et du coup j'ai gardé bien mes poils sous les bras et tout, je les filme même. Je trouve ça érotique en fait, à certains moments. Érotique, je pense, parce que c'est associé à mes premiers émois sexuels aussi et mes premiers rapports au porno. C'est pas forcément le poil en soi qui m'excite, sur un mec oui, mais... Et du coup, ouais, j'aime bien ce truc-là, c'est comme une Madeleine de Proust ou un petit bonbon qui rappelle l'enfance. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ? Le 6e, c'est l'amour, moi. C'est poétique un peu, hein, je pensais pas faire ça comme ça, mais tu vois, c'est vraiment ça. Peu importe, en fait. Le toucher, c'est sûr, c'est important, mais ouais, il faut que j'ai un truc, une connexion, ouais. Maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi tu avais envie de venir nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Je crois que je suis pas mal associée, moi, Lélé, à une sexualité
qui n'est pas, c'est pas mon intimité en fait. Je montre des choses et du coup je trouvais important déjà que de pouvoir partager ma vie sexuelle, ma vie intime avec les gens qui ont envie d'écouter. Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas. Je trouve que souvent on se dit les actrices porno, elles ont dû être violées, donc du coup elles ont besoin de reproduire ce truc. Et en fait cette image-là elle me dérange parce que moi les actrices porno, je les vois comme des femmes puissantes en fait, qui ont pris des décisions qui sont bien plus fortes que certains hommes et beaucoup de violeurs d'ailleurs. Et je trouvais important de pouvoir partager ce truc-là. J'en parle. D'ailleurs, je ne parle pas de mes viols, mon viol, mes abus sexuels, je sais pas comment on veut les définir, mais j'en parlais pas parce que, en fait, j'avais pas envie de me vendre comme ça. Moi, c'est Lélé, et même l'autre personne. C'est beaucoup l'autre personne qui a parlé, d'ailleurs, juste je tairai son prénom. Mais voilà, c'était important pour moi de montrer qui je suis aussi. Et en plus d'avoir cette magnifique opportunité avec vous, d'avoir plein de gens qui écoutent. Et j'espère que ces gens-là, peut-être qu'ils vont se libérer de certaines choses, peut-être que ça va juste les réconforter parce qu'ils ne seront pas tout seuls. Et voilà, et pour moi, c'était déjà l'importance. Même si une personne est aidée, alors ça veut dire que j'aurais fait ma partie, quoi. Ma part. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.